Eh bien, voilà qui nous oblige à une sérieuse mise au point, c'est-à-dire, d'abord, d'envisager les approches classiques de la puissance. Faisons comme si il n'y avait pas de débat, ou plus prudemment, comme s'il n'y avait pas trop de débat, comme si le concept était encore solide. Et voyons les résultats auxquels cela nous amène. Donc, cette première partie, nous l'intitulons « Les approches classiques » pour voir comment on a construit une science de la puissance, une grammaire de la puissance. Alors, on va d'abord voir d'où vient cette idée de puissance. Je dirai vite parce que c'est des choses que vous savez déjà. Puis, quels en sont les marqueurs et enfin, comment elle s'organise. D'où elle vient, aux origines de la théorie de la puissance. Le père fondateur, c'est celui que vous connaissez bien, qui est dans notre intimité du lundi après-midi, M. Thomas Hobbes. Hobbes, rappelez-vous, qui considérait que la puissance était le principal attribut du gladiateur, entendez par là le principal attribut de l'État, de ce que lui appelait le Léviathan, de ce qu'il considérait comme le souverain, mais qui, fondamentalement, renvoie à l'État. Dans la vision hobbesienne, rappelez-vous, je vous l'ai dit, l'État doit pouvoir imposer sa volonté. Nous revoilà à la définition weberienne. La capacité d'un État, c'est celle d'imposer sa volonté, de l'imposer à ses sujets, mais aussi de l'imposer à ses concurrents. Ses concurrents, c'est-à-dire les autres gladiateurs, c'est-à-dire les autres États. Ce qui nous amène à une double implication qu'il faut que vous ayez en tête parce qu'elle va rester dans l'appréhension des relations internationales. D'abord, la puissance du gladiateur renvoie à sa fonction. Sa fonction, c'est d'assurer la sécurité. Et donc, avec Hobbes, s'installe durablement l'idée que la puissance a pour fonction d'installer une sécurité, et d'une sécurité qui est essentiellement nationale. Nationale, c'est-à-dire l'ordre à l'intérieur de l'État, mais national, ça veut dire contenir les menaces qui viennent de l'extérieur. Et cette étroite association entre puissance et sécurité nationale va durer et va en même temps considérablement affaiblir ce concept. Parce qu'après tout, pourquoi la puissance n'aurait pas d'autre fonction que de servir la sécurité? Cette association presque fétichiste de la puissance et de la sécurité va introduire à une représentation classique de l'État, représentation classique des rapports de puissance et des rapports de pouvoir dans l'État et dans le système international, et aura toujours comme espace de vérification la sécurité nationale. Autrement dit, celui qui est puissant, c'est celui qui est capable d'assurer la sécurité nationale à l'intérieur comme à l'extérieur. Et du coup, ça amène à une deuxième idée très importante, à savoir, celui qui a la puissance est potentiellement en mesure d'imposer sa volonté, disait tonton Max tout à l'heure, c'est-à-dire capable de dominer, d'imposer sa volonté. Mais alors on comprend que s'il y a déséquilibre de puissance, c'est toujours le même qui va imposer sa volonté, et c'est toujours le même qui aura intérêt à quoi faire? À faire la guerre. Si je suis le plus puissant, si je suis sûr d'écraser mon voisin, pourquoi m'en priverais-je? Pourquoi m'en priverais-je? Et d'où, à partir de Hobbes, cette idée qui va, en quelque sorte, ossifier l'étude des relations internationales pendant très longtemps, pour éviter la guerre permanente, que faut-il faire? Balance of power, il faut atteindre un équilibre permanent de puissance. Et voilà, nous sommes au cœur de la théorie classique des relations internationales. Les relations internationales ont pour fonction de vérifier cette pérennité de l'équilibre de puissance. Équilibre de puissance qui aboutit, à partir de Hobbes et de sa pensée, au fameux dilemme de sécurité. J'ai des ressources de puissance. Ces ressources de puissance vont inquiéter mon voisin qui donc
au nom de l'équilibre de puissance, va renforcer ses propres ressources de puissance. Mais si je vois mon voisin renforcer ses propres ressources de puissance, je vais m'en inquiéter, je vais à mon tour renforcer mes ressources de puissance. Alors mon voisin a dit c'est raté, il a renforcé ses ressources, que va-t-il faire? Il va les renforcer à son tour, donc moi je vais les renforcer, puis il va les renforcer, puis je vais renforcer. C'est le dilemme de sécurité que l'on connaît plus trivialement dans la chronique internationale sous le titre de la course aux armements. Donc vous comprenez, et ça va être l'objet de notre, pas du prochain cours, mais de celui d'après, que tout le problème va être de découvrir dans le jeu international des modes de régulation qui permettent d'éviter l'acquisition d'avantages unilatéraux. Parce que quand on a trop d'avantages, quand il y a un trop fort déséquilibre de pouvoir, eh bien, on risque d'être placé sous le joug de celui qui détient tout. Et c'est ainsi qu'arrive l'homme qui a véritablement, en Europe, mis en musique cette conception classique, à savoir le chancelier Otto von Bismarck, à qui l'Allemagne doit, ainsi que vous le savez, son unification, et qui, chancelier de cette nouvelle Allemagne, au lendemain de la victoire pour lui, de la défaite pour nous de 1871, a essayé de définir un système européen à partir de exactement cette obsession. La France a été battue, elle a perdu l'Alsace et la Lorraine, eh bien, la France va chercher à se venger, nous explique Bismarck. Comment faire en sorte que la France ne puisse pas se venger? Eh bien, créer dans le système européen un mode d'équilibre qui dissuadera la France de reprendre la guerre. Et c'est ainsi qu'on a vu se constituer le premier vrai système international dont nous parlerons, non pas dans la prochaine séance, mais celle d'après, consacrée au système international. Alors, vous allez me dire, je vous entends me dire, mais comment peut-on établir qu'un tel a de la puissance, que tel État est puissant et tel autre moins puissant? Eh bien, c'est la raison d'être de ma deuxième sous-partie, marqueurs et facteurs de puissance. Tout le problème est de dire, mais est-ce qu'on peut parler de facteurs de puissance, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait un certain nombre d'entités qui produiraient de la puissance, ou est-ce que la puissance est le reflet d'un état dans lequel on se trouve? Alors, pour vous montrer à quel point cette question peut paraître grotesque, mais a longtemps obsédé les analystes, on retiendra que très longtemps, dans la théorie des relations internationales, le seul critère acceptable de puissance, c'était la victoire. Qui est puissant? C'est celui qui gagne. Je vous montrerai que cette évidence plate est en fait beaucoup moins claire lorsqu'on commence à la décortiquer. Mais il faut bien partir de quelque chose. Alors partons de cette idée que, effectivement, la guerre est le principal marqueur de puissance. Et je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai la prochaine fois, ce qui est extrêmement important dans les guerres westphaliennes, c'est-à-dire celles qui vont de 1648 au Congrès de Vienne 1815, ce qui est très important dans les guerres westphaliennes, c'est qu'elles existaient essentiellement comme marqueurs de puissance. Je vous l'ai déjà dit, la guerre durant la période absolutiste, c'était exactement comme le championnat de football Ligue 1, c'est-à-dire qui gagne. Alors Louis XIV a longtemps été à la place du Paris Saint-Germain. Il y en a d'autres qui étaient moins bien placés, Sochaux ou Valenciennes, n'est-ce pas? Mais on faisait la guerre de manière répétée pour déterminer où en était le rapport de force au sein de l'Europe. Donc l'idée n'est pas aussi fantaisiste que ça. Mais bien entendu, à mesure que la science politique s'est installée, on a tenté d'aller un petit peu plus loin.